Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, géométrie, trigonométrie ou encore théorème de Pythagore. Notre influenceur du jour peut tout vous faire comprendre en 3 minutes. Top chrono, c'est le ton d'une vidéo et en rappant s'il vous plaît, notre influenceur à suivre, ce sera Rapématique. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Avec toi aujourd'hui, on va voir que les stars sont en train de fuir littéralement les réseaux sociaux avec un maître mot, préserver leur santé mentale. Ouais, c'est assez impressionnant, ça devient la mode vraiment de partir des réseaux sociaux pour retrouver sa liberté. On va expliquer pourquoi ils ont envie de partir et pourquoi certains restent quand même. Bon, en tout cas, tu restes avec nous pour la suite de l'émission parce que notre question du jour, la voici. Selon IDM Family, 63% des parents estiment que les activités extrascolaires aident les enfants à développer leur personnalité. Parmi ces activités, il y a les dessins animés. Alors, quel rôle éducatif peuvent-ils jouer? L'animation française qui a aussi le vent en poupe et qui cherche ses nouveaux talents. Dessine-moi une éducation, on en parle avec nos invités. Raphaël Mathieu, vous êtes ex-executive vice president de Cyber Group Studio. Les hits des 4-10 ans, Gigantosaurus ou encore Droners, c'est vous. Enchantée, merci beaucoup Marjorie. Moi, je vous dis merci quand même pour Gigantosaurus et Droners. Thierry Wolf, vous êtes producteur indépendant de musique, de comptines notamment, dirigeant de FGL Productions. Vous produisez aussi du spectacle vivant. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Et d'abord, focus. Et les collégiens girondins connaissent bien les talents de ce prof de maths. C'est maintenant sur les réseaux sociaux qu'Antoine Carrier passe au tableau. Il ouvre sa salle de classe sur TikTok et sur YouTube et ça marche grâce au rap. Édouard Denuau retourne à l'école du micro d'argent avec Rapématique. Il additionne rap et mathématiques. Antoine Carrier, alias Arieka, est professeur de maths dans un collège de Blanquefort en Gironde. Et depuis quelques mois, il est également à la tête de la chaîne YouTube Rapématique. Il combine son métier et sa passion, les mathématiques et le rap. Dans des clips rythmés d'environ 3 minutes, Antoine Carrier résume ses cours de maths. Le format court et entraînant permet aux élèves de ne pas décrocher. Du théorème de Pythagore à la trigonométrie, le prof rappeur passe en revue les grands principes de mathématiques. Pour bien l'appliquer tout d'abord, va falloir bien rédiger. Comme c'est une démonstration, on fait ça en 3 parties. On sait que propriété, conclusion, ouais c'est comme ça les maths. Tu sais que le triangle est rectangle, tu l'écris. Tu mets Pythagore dans ta propriété et t'as un point sur 4. Te prends pas la tête, c'est juste une formule et c'est toujours la même malgré les situations. Tu me dis que t'es pas l'idée, t'inquiète les calculs, c'est des additions et des soustractions. Le prof et toi vous êtes pas dans la même bulle, hein. Bon bité j'espère attirer ton attention. Tu te diras c'est tout nul du moins j'espère à la fin de la chanson. Avec plus de 210 000 vues cumulées en seulement quelques mois d'existence, Rapématique permet à tout le monde de réviser les maths de façon ludique. Et retour sur le plateau de l'école du futur. On est médusé, on est fasciné par ce prof, par Rapématique, Antoine Carrier. Ça vous donne des idées, j'ai l'impression, à tous les deux, Raphaël Mathieu et Thierry Wolf. Sur ce génial, c'est génial. Mais je n'ai jamais rien compris aux maths. Ouais. Voilà, grâce au rap, on m'aurait fait ça quand j'étais tout petit. J'aurais adoré. Je serais sans doute aujourd'hui prix Nobel de mathématiques. En tout cas, non. L'idée est formidable. Ça veut dire aussi que peut-être que dans notamment les productions, on va y revenir dans un instant, que vous produisez chez Cyber Group Studio, il y a aussi cette idée de se dire qu'on peut aller chercher toutes les influences, tous les talents pour aider aux enfants à apprendre encore plus. Absolument, absolument. Le dessin animé, avant toute chose, c'est une ouverture, une créativité absolument folle. Et c'est un moyen pour initier les enfants des plus petits aux plus grands, au monde qui nous entoure et aux enjeux d'aujourd'hui. Donc oui, c'est foisonnant. Alors justement, ce dessin animé, ça fait partie de notre question du jour et de notre talk. Dessine-moi une éducation, c'est parti. Et pour parler de ce dessin animé et du secteur de l'animation française qui se porte plus que très bien, vous allez le voir. À nos côtés, Raphaël Mathieu, vous êtes exécutive vice-présidente de Cyber Group Studio. Vous produisez notamment Gigantosaurus et Droners. Et Thierry Wolf, producteur indépendant de musique, de spectacle, de comptines également, dirigeant de FGL Productions. Guillaume Gralet est toujours à nos côtés. Et première question quand il s'agit de dessin animé,
Vous vous souvenez de quel dessin animé, messieurs, dames? C'était quoi? Quel a été pour vous le dessin animé qui a fait tout de suite écho à ce que vous traversiez étant enfant, Guillaume? Moi, je pense à Capitaine Flamme, j'adorais, avec Nono, le petit robot. Alors, Capitaine Flamme, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est Ulysse 31. C'est un très très bon choix. J'ai Mais le droit absolument. de Ulysse 31. Et Ulysse 31. production française, je le mentionne parce que, oui, Ulysse 31, production française, Absolument. important. Ulysse 31 et Nono, le petit robot. Attention, plaisante pas sur les références, Thierry Wolf. Oh là Vous là, allez moi, je citer suis la même plus chose. âgé, donc déjà très bon choix. Je disais, en fait, j'ai les droits sur Capitaine Flamme pour la partie musicale, donc voilà. monsieur a très bon goût. En l'occurrence, comme je suis un petit peu plus âgé, moi j'ai découvert la télévision avec Nounours, Pimprenel et Nicolas, et les premières initiatives françaises d'ailleurs, qui étaient les Français étaient très très doués déjà à l'époque pour produire du contenu. Mais je rejoins complètement votre choix. Ulysse 31, Capitaine Flamme, c'est merveilleux, quoi. Les Mystérieuses Cités d'Or aussi. Les Mystérieuses Cités d'Or. Français également. Mais ça fait plaisir à Raphaël Mathieu, tous ces oui, qu'on cite là. absolument. Pour le coup. On est quand même un vrai leader, un des leaders mondiaux, donc avec des talents incroyables. Donc oui, c'est jubilatoire de voir qu'on est un terreau très très fort de créativité qui s'exporte dans le monde entier. Donc, et qui fait qu'aujourd'hui on a des souvenirs. Alors moi du coup je vais être un peu japonisante. Mais allez-y. Pour contrebalancer tout ça, moi c'était en plus de Capitaine Flamme et d'Ulysse 31, vraiment évidemment des Mystérieuses Cités d'Or. Très clairement Goldorak et Candy, donc qui aussi me positionne générationnellement. Mais voilà, ça c'était mes icônes à moi. Moi, je fais du Japon aussi, mais plutôt dans les années 90 avec Cat Size. On a fait un sondage en temps réel à la rédaction de School TV. On a plein de titres qui sont sortis et c'est vrai que c'est un véritable marqueur générationnel. Le dessin animé, ça nous repositionne dans notre enfance et aussi dans la façon dont on a pu l'aborder via ce média. Beaucoup à la télé, aujourd'hui aussi beaucoup en ligne sur les sites de partage de vidéos notamment. On a eu le dessin animé préféré d'Édouard Degnaud, vous le connaissez bien, notre producteur, c'est Olivier Tom. Tiens, ça m'étonne. On a eu aussi Code Lyoko, notamment une production française là aussi. On a eu du Cars, donc des dessins animés notamment de Pixar et du groupe Disney. On a eu beaucoup de titres qui nous ont été proposés. Ça veut dire quoi, Raphaël Mathieu, qu'à chaque fois, il y a une part d'enfance qui revient quand on parle des dessins animés? Ah ben évidemment, enfin, le dessin animé, historiquement et à la base, c'est vraiment quelque chose qui est d'abord adressé aux enfants et c'est quelque chose qui nous marque profondément. Donc vous avez fait ce sondage, vous avez pu constater que pas une personne est arrivée sans vous dire, sans vous donner un titre, et on a vu une petite lumière dans les yeux de chacun. Donc oui, c'est une époque où l'émotion est permanente, les premières émotions sont extrêmement fortes et extrêmement marquantes. Donc oui, c'est constitutif de qui nous devenons. Ouais. Donc en ça, c'est extrêmement puissant. Et en ça également, les gens qui font de l'animation ont aussi, je l'estime, une certaine responsabilité, absolument. Responsabilité pour justement entretenir aussi cette part d'enfance, pour s'adresser aussi à des publics qui sont forcément plus jeunes, qui changent aussi de génération, de centre d'intérêt. Thierry, comment est-ce que vous voyez justement ces personnages de fiction? Ils jouent un rôle crucial dans la construction même de la personnalité de l'enfant. Bien sûr, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, les parents le savent, c'est aussi pour ça que les parents ont un peu peur quelquefois quand de nouvelles vagues de dessins animés arrivent. Je me souviens quand Dorothée est arrivée avec les premiers dessins animés japonais, on parlait de japonaiserie en fait, parce que on avait peur, c'était une nouvelle écriture, c'était de nouveaux dessins, et puis on s'est aperçu qu'il y avait aussi de choses très très bonnes. C'était Candy, Cinecat Ice, etc. Donc c'est important. C'est aussi important aux parents de se dire finalement les choses que j'ai aimées quand j'avais 10 ans, c'est pas nécessairement ce que mes enfants aimeront aujourd'hui. Donc finalement de se tenir au courant des nouvelles productions, parce que la production, elle est de qualité. Vraiment, il y a plein de bonnes choses. Donc finalement, on peut picorer et trouver plein de bonnes choses. Et je charge aux parents d'être un peu curieux. Ouais, et vous parliez justement de ce phénomène de l'arrivée des mangas, notamment en télévision en France, dans les années 80-90. Alors, c'est arrivé parfois un tout petit peu plus tôt, notamment avec Goldorak et Candy, mais c'est vrai qu'il y a eu cette véritable bataille culturelle, en l'occurrence, Raphaël, à l'arrivée de certains mangas sur les antennes françaises, notamment de TF1 pour ne pas la citer, avec... se cristallise notamment sur un manga en particulier, Ken le Survivant, qui avait été interdit à l'époque parce que trop violent. Mais est-ce que ce n'était pas aussi de la responsabilité des chaînes de télé d'aller chercher des titres qui étaient vraiment adaptés
aux enfants. Les mangas sont aussi adaptés aux adultes autant que faire se peut. Vous l'avez dit, absolument. Le manga et les dessins animés, nous, on le perçoit principalement comme un véhicule pour les enfants, mais pas uniquement. Il y a une vraie recherche artistique sur des cibles complètement différentes, et évidemment des adultes, ou sans aller jusqu'aux adultes purs, les ados. Et un enfant n'est pas un adolescent. Donc oui, ça c'était, je pense, des péché de jeunesse, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement vigilante et attentif à ce qu'on perçoit comme bien ou moins bien pour donner à nos enfants. Je parle de perception encore, c'est important, je trouve. Et très clairement, à l'époque, on n'avait aussi pas nécessairement les mêmes référents. Oui. Donc on avait une tolérance à la violence d'abord qui était beaucoup plus forte. Quand on voit les Albator et a fortiori les Ken le survivant, le ressenti était quand même vraiment différent. Et Ken fait quand même partie des erreurs de parcours. Ouais. Très clairement, c'était vraiment ultra violent, pas du tout destiné au Japon aux enfants, destiné aux jeunes adultes. Absolument. Donc oui, mais comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup de choses qui étaient achetées rapidement. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, quand on conçoit une série animée pour des enfants, chez Cyber Group Studio, on s'adresse en gros 4-11 ans en fonction des productions qui sont greenlightées, qui sont mises en production aussi chez vous. On fait particulièrement attention aujourd'hui à cette question de la violence, à la façon dont on va aborder, peut-être désamorcer aussi ces sujets. Ah, c'est fondamental. Tout d'abord, il y a plusieurs cibles. Vous parliez du 4-11 ans, 4-12 ans. En fait, ça n'existe pas. Le 4-12 ans, on cible en préscolaire, 4-6, en bridge, 5-7, en kids, 6-10, et maintenant on monte jusqu'au 8-12. Donc vous voyez, vraiment, on customise, on adapte en fonction du public, en fonction des horaires théoriques de programmation, toujours théorique de programmation. Il faut se souvenir que potentiellement, c'est des programmes qui peuvent être regardés à toute heure, et n'importe quand, n'importe quel moment. Et sur n'importe quel écran. Exactement, je vais y venir. Et sur n'importe quel écran. Je lis dans vos pensées. Responsabilité, tout à fait. Et soin tout particulier dans l'écriture. Oui. Donc oui, je confirme. Dans l'écriture, vous y êtes prêté d'ailleurs à ce jeu de l'écriture, Thierry, en écrivant des comptines, notamment pour enfants. Vous le faites au travers de votre chaîne YouTube. En fait, je n'ai pas réécrit des comptines. Enfin, j'ai réécrit des comptines. Pourquoi ? Parce que je souhaitais faire quelque chose pour un petit enfant. J'ai une petite fille qui avait 3 ans, pas longtemps. Et je ne trouvais pas ce que je voulais en termes de qualité de comptine. En l'occurrence, je vous cite un exemple. Par exemple, tout le monde connaît pomme de renette, pomme d'api. Et le refrain, vous trouvez partout, pomme de renette, pomme d'api, tapis rouge. C'est pas tapis rouge, ça n'a rien à voir, c'est pomme d'api rouge. Et quand j'ai fouillé un peu dans les comptines, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'erreurs. Je me suis dit, on va rétablir ça, je vais m'amuser à produire quelques petites comptines. Ouais. Ensuite, on va faire des petits dessins animés 2D et on va lancer une petite chaîne qui s'appelle l'École des chansons, qui est déjà disponible sur YouTube et qui fonctionne plutôt pas mal alors qu'on n'a pas fait vraiment de lancement officiel. Mais l'objectif, c'était déjà de faire que puisse être à disposition de tout petits enfants, là on parle de tout petits enfants, des comptines de qualité enregistrées avec des vrais musiciens, des beaux orchestres, et puis des dessins animés avec les mêmes... effectivement, des archétypes comme ça où on fait très attention à ce qu'on montre. En l'occurrence, là, il fallait des couleurs vives parce que les petits-enfants, ils sont attirés par les couleurs vives. Mais surtout, effectivement, quelque chose qui soit joli et qui fasse que le petit enfant qui va regarder ça, il a le sourire, il est heureux et il ne peut jamais avoir peur. Quand on est tout petit, on peut très vite avoir peur, donc faire très attention. On est sur le préscolaire, hein, comme Raphaël Mathieu l'appellerait dans le jargon. Le préscolaire, voire sur le pré-préscolaire qui existe aussi, qui est le 2-4 ans, on va dire. Donc les comptines, c'est vraiment pour les tout petits, pour l'initiation vraiment des tout débuts. Et c'est pour ça que les comptines, généralement, sont un très bon médium et que souvent Internet s'y prête assez bien. Mais alors, quand je vous entends, on parle de scolaire, du 2-4 ans, on sait qu'on a quand même en général plutôt ici un bon réflexe de dire pas d'écran avant 3 ans. Ça veut dire quoi concrètement vis-à-vis de l'exposition des enfants et de ces très jeunes enfants aux écrans? Comment est-ce qu'on va pouvoir leur transmettre ces premières images d'animation? Est-ce qu'il faut... On est obligé de passer par l'intermédiation de l'écran, non? Je dis une énorme bêtise. Après, c'est des choix parentaux, c'est des choix éducationnels, c'est des choix aussi de moments. On parle d'écran, mais
combien, quand, comment. C'est aussi de la responsabilité des parents de maîtriser ça. Ça peut avoir des vertus absolument très très fortes, et ça peut évidemment, si ça n'est pas maîtrisé, et c'est pas aux enfants de maîtriser, ce sont aux parents de gérer les écrans. Les enfants, ils sont là pour faire les enfants et pour essayer tout ce qu'ils peuvent pour grandir, justement, être un petit peu audacieux. Donc c'est à nous de faire en sorte de bien les exposer au bon moment, à ce qui nous paraît être important. Et au bon contenu, et au bel évidemment, oui, évidemment. Et l'écran ne doit pas être nécessairement l'objet devant lequel on place l'enfant juste parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de lui. Bien sûr. Il y a pas mal de parents qui font ça et ils ne savent pas gérer leurs enfants, alors ils vont les coller devant un écran. On peut utiliser l'écran à bon escient. Enfin, en l'occurrence, c'est la responsabilité des parents et pas des enfants, comme vous venez de dire. Et pour le coup, nous, c'est vrai on a fait peu de contenu, voire pas, pour les tout petits, pour des questions éditoriales, je pense, d'histoire qui ne nous sont pas nécessairement venues. On s'est vraiment focusé à partir du 4 ans. 2 séries qui ont vraiment été iconiques. La première, c'est Zou, le petit zèbre, qui est d'ailleurs adapté d'un livre ultra connu, que tous les enfants connaissent en France et dans le monde entier. Et Zou a beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, c'est Gigantosaurus, le dinosaure qui voyage dans le monde entier. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais mentionner parce que on a une créativité assez folle et on a un talent qui fait que nos programmes sont appréciés et vus de la Chine à la Russie, à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, à l'Asie, la NHK quand même, qui n'achète que 0,001% de programmes étrangers, a fortiori. Pas d'animation, l'a acheté, ça marche très très bien. On continue avec eux, on fait des partenariats aux États-Unis, évidemment, au Canada. Donc c'est intéressant de voir que ces programmes également, au-delà de la France et du public français, touchent les enfants du monde entier, les cultures du monde entier. Et ça, on croit beaucoup à l'universalité d'un certain propos et à l'initiation de entrer en vie. Gigantosaurus, par exemple, c'est l'histoire de 4 petits dinosaures qui vont apprendre à oser, à aller découvrir le monde autour d'eux et qui seront surveillés de loin par Gigantosaurus, qui fait un petit peu peur comme ça, mais qui en même temps est tout à fait bienveillant à leur endroit et un petit peu une figure parentale de loin. Mais ça, c'est important ce que vous venez de dire. C'est le fait de se dire qu'en effet, le dessin animé, il est universel. Il va parler, s'adresser aux enfants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le contexte aussi familial, quels que soient les événements qu'ils commencent à traverser, même aussi petits. D'ailleurs, il y a énormément de pédopsychiatres qui expliquent que le dessin animé, ça peut être une excellente thérapie pour réussir à surmonter les épreuves de la vie. Comment est-ce qu'on met en image justement cet accompagnement, Thierry ? Et en musique aussi. C'est un peu le même sujet, je pense. C'est-à-dire qu'on fait attention à pas glacer d'effroi un enfant. Moi, j'ai un petit exemple rigolo. Par exemple, ma petite fille, qui est pas celle dont je parlais, mais celle qui est aujourd'hui grande, avait très peur de Prokofiev, Pierre et le Loup, quand elle était petite. Ça peut être une pièce impressionnante, en effet. Oui, de mon point de vue, c'était fantastique. Elle adorait. Et puis, en fait, le hautbois qui arrive, etc., ça lui faisait très peur. Donc, finalement, il faut, je pense, être un peu à l'écoute encore une fois, ce que je disais avant, c'est-à-dire que les enfants, ils évoluent. Les enfants d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et sans doute pas ceux de demain. Donc, on est obligé de renouveler son cahier des charges et d'essayer de vivre avec son temps, mais en même temps, en conservant, je pense, ses valeurs, ce qui sont d'ailleurs des valeurs, je pense, très importantes en France, parce qu'il y a vraiment un soft power à la française à retrouver, je pense, sur la production de contenu pour enfants. Je me souviens, par exemple, qu'une série comme Le Manège Enchanté, production française, totalement française, a fait le tour du monde et culte en Angleterre. Il n'y a pas une seule génération qui ne connaît pas ce dessin animé, ce film d'animation en Angleterre. Ça veut dire que je pense qu'il appartient aux Français d'amener ce que l'on sait faire. Je pense que, par exemple, la maternelle en France, c'est faire rêver un peu les enfants. Au Japon, on va être plus dans des objectifs. Ici, on va s'appesantir sur le dessin et cet apprentissage. Et je pense que les producteurs de dessins animés, les producteurs de contenu pour enfants doivent s'associer à ça parce que finalement, c'est vraiment profondément notre culture et on peut avoir du soft power en allant divulguer cette culture dans le monde.
Ce soft power, justement, de l'animation, ces défis pour le secteur, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, je voulais juste signaler que Gigantosaurus s'invite à l'école, puisque vous avez notamment produit une série de cahiers de vacances depuis cet été. C'est donc un support aussi, Gigantosaurus, qui permet de pouvoir continuer les apprentissages. Absolument. Le but, c'est vraiment d'accompagner les enfants de différentes façons. Et évidemment, les carnets d'écoliers sont un moyen ludique et en même temps didactique de permettre aux enfants de découvrir et d'apprendre de façon assez sympathique, en particulier l'été où on a aussi envie de se reposer. C'est pour nous quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. L'animation, l'éducation, le soft power, on y revient dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec le fan d'Olivier Tom, Edouard Denuo. Quale figurine ti servono gli animali sono in edicola con tante novità. Qui siamo, il gioco dell'indiano, pizzati di noi. Creatori Creator, super. Et voilà, retour sur le plateau de l'École du Futur. On se disait qu'on faisait plein de choses avec la réalité augmentée. Ça tombe bien. On va continuer à parler justement à la fois de culture numérique, de dessin animé et du secteur de l'animation qui se porte si bien avec Raphaël Mathieu, Executive Vice President de Cyber Group Studio, Thierry Wolf, toujours dirigeant de FGL Productions, également producteur de musique, de comptines et de spectacles vivants, et avec Guillaume Gralet, parce que je crois que Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va dire au revoir aux réseaux sociaux, pas nous directement, mais les stars. Oui, en fait, on a été assez surpris au cœur de l'été, c'était mi-août, lorsque l'acteur britannique Tom Holland a dit « Écoutez, moi j'ai trop de pression, j'ai envie d'arrêter, en tout cas de faire une pause ». Il a quand même 68 millions de followers sur Instagram et il a expliqué quand je lis des choses sur moi en ligne, je me laisse submerger, je ne parviens plus à me détacher de ça. Au final, c'est très préjudiciable pour mon état mental, il était assez loin. J'ai donc décidé de faire marche arrière et de supprimer ces applications pour retrouver un peu de liberté.
Oui, et c'est pas le seul d'ailleurs à avoir cette démarche. Oui, on a vu, alors c'était un peu plus tôt, c'était en septembre, à la Mostra de Venise, Timothée Chalamet, qui a exprimé les mêmes réticences, et il est également très clair, il dit « Être jeune aujourd'hui, eh bien, ça signifie être jugé en permanence. Je n'ose imaginer ce que c'est que de grandir sous le couperet des réseaux sociaux. C'est un soulagement d'interpréter des personnages luttant avec leurs dilemmes sans avoir allé sur Reddit, Twitter ou TikTok. Bref, il avait lui aussi envie de retrouver sa liberté. » Alors on voit que ces rôles modèles pour les garçons notamment ont décidé de quitter les réseaux sociaux. Chez les filles aussi, ça se passe de la même façon. On dit non, on refuse finalement d'être jugé en permanence. Oui, il y a énormément d'autres personnes qui ont décidé de faire un coming out pour se libérer. C'est le cas également de Selena Gomez ou encore de Millie Bobby Brown ou Joe Kerry. On les a vus dans Stranger Things par exemple. Kristen Stewart également. En réalité, ils ont un peu cette philosophie, comme l'explique Baudouin et Chapas dans un papier qui est paru dans Le Point. C'est vivons pour vivre heureux, vivons cachés. Et je me suis intéressé à un sondage qui a été réalisé en Italie. Il n'y a pas moins de 22% des personnes présentes sur les réseaux sociaux qui ont envie d'en découdre. Bref, ça ne concerne pas uniquement qui ont envie de les quitter, ça ne concerne pas uniquement les célébrités. J'ai cru qu'il y avait 22% des gens présents sur les réseaux qui voulaient absolument clasher les autres en permanence. Ce serait quand même. Il y en a un peu plus, malheureusement. Oui, malheureusement, il y en a un peu plus. On est d'accord ici autour de cette table. Sauf que ces réseaux, ils suscitent une opposition de plus en plus grandissante, notamment de nous, simples abonnés. Oui, on en a déjà parlé, de tous ces anciens de la Silicon Valley qui ont décidé à un moment de tirer la sonnette d'alarme, de dire il faut peut-être, y compris chez les créateurs de Facebook par exemple, arrêter un petit peu. On l'a vu également chez des chercheurs en psychologie comme Jen Twenge, qui est chercheur à la New York University, encore Jonathan Haidt. Ils ont publié, c'était déjà le cas en 2018, mais ils ont publié un nouveau billet dans le Washington Post, une tribune qui dit que les réseaux sociaux sont plus dangereux en réalité que le temps d'écran qu'on passe. Donc c'est une accusation extrêmement grave. Ça rejoint en France une critique d'Olivier Babot, qui est professeur à l'université de Bordeaux. Alors lui, il y va vraiment au scalpel. Il dit « La raison ne fait pas recette, c'est l'émotion qui est le déclencheur le plus efficace des réactions espérées par celui qui veut maximiser son nombre de likes et de retweets. Pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de partage augmente en moyenne de 17%. Bref, plus on est haineux sur les réseaux sociaux, plus c'est partagé. » Et il explique également que ça favorise la polarisation. Oui, donc il y a cette prime en effet au clash et à la polarisation. Ça veut dire quoi? Que le web social est mort? Alors, le web social n'est pas mort, loin s'en faut. On voit effectivement les chiffres d'adhésion ou d'abonnement à Facebook piétiner un petit peu. Mais bon, il y a encore 5 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, 500 millions de nouveaux utilisateurs chaque année dans le monde, avec effectivement des dynamiques un peu différentes. C'est-à-dire qu'on voit en ce moment Twitch ou Discord ou encore TikTok très à la mode et Facebook un peu moins, par exemple. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a de la place pour d'autres réseaux sociaux, des plateformes sociales qui renouent avec justement l'objectif du début, nous mettre en interaction bienveillantes les uns et les autres. Oui, alors c'est un des paradoxes du numérique. C'est toujours difficile, en réalité, même si c'est un monde qui change tout le temps, de prendre la place prépondérante d'un acteur. C'est le fameux winner takes it all. Et je me suis intéressé au créateur de Telepath, par exemple, qui est un réseau social qui a été créé par Mark Botnick. Le petit clin d'œil, c'est que c'est le beau-frère de Sheryl Sandberg, qu'on a connu avoir un poste très important chez Facebook, exactement. Et lui, Telepath, il veut en faire un réseau social où on valorise la gentillesse, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, l'algorithme ne va pas remonter les retweets haineux. Il y en a d'autres qui sont très intéressants. Il y a Yubo qui veut favoriser les dialogues. D'autres favorisent la bienveillance des échanges comme LinkMe. Mais on attend vraiment que ces réseaux sociaux soient plus connus parce qu'il y a ce fameux effet de réseau, c'est-à-dire que si vos copains ne sont pas sur ces réseaux, vous n'y allez tout simplement pas. Et Yubo, qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'École du Futur la saison dernière, ainsi que une des deux fondatrices de Youhoo, qui est cette nouvelle plateforme sociale qui veut mettre en avant les causes et l'interaction, là aussi bienveillante, pour faire avancer les choses entre les générations. Merci Guillaume. Raphaël, je vous voyais justement sourire à l'idée de bienveillance sur certaines plateformes sociales. Je pense que ça n'existe pas, donc c'est quelque chose de... Enfin, ça ne fait pas partie du jeu, c'est juste en dehors des règles du jeu. Donc là, pour moi, ces réseaux sociaux, ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Je pense que ça va perdurer, évidemment. En revanche, il faut être extrêmement vigilant, en particulier avec les enfants. Et c'est vrai que c'est ultra addictif. Pour le coup, je le vois également moi-même avec mes enfants. Si on leur donne un téléphone, ce qui est mon cas à partir d'un certain âge,
en fonction des enfants. Ils ont beaucoup de mal à gérer ça et beaucoup de mal à gérer l'image. Et l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a des autres, c'est quelque chose d'important et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Et je reviens sur les dessins animés et l'animation. On a un rôle, je pense, de facto à jouer pour contrebalancer peut-être aussi les images véhiculées par les réseaux sociaux ou par le web de façon générale aussi, puisqu'on trouve absolument tout et n'importe quoi de façon non sécurisée. Donc c'est important quand on est créateur de contenu à destination des enfants, d'essayer de les sensibiliser comme on peut le faire avec nous, dans une série comme Droners, aux enjeux écologiques en l'occurrence. Ça peut être aussi l'économie et l'écologie. Aujourd'hui, heureusement, peuvent se rejoindre. Oui, là en l'occurrence, c'est pas du tout l'éco-responsabilité. Ce qu'on fait dans Droners, c'est vraiment une série où on a 3 copains qui vivent sur une planète qui est menacée par la montée des eaux et ils vont essayer de trouver un moyen de sauver leur île de cette montée des eaux. Donc comment être sensible au dérèglement climatique, l'air de rien, comment être malin et ingénieux et trouver, en s'inspirant de la nature, des solutions qui peuvent nous aider. C'est tout ce qu'on a essayé de faire et accessoirement, on parlait de rôle modèle féminin. On a sur 3 personnages 2 héroïnes et pour nous c'est également important qu'il y ait un équilibre entre garçons et filles et qu'on ait des rôles modèles féminins qui ne soient pas uniquement des caricatures de filles mais qui puissent endosser tout un tas de rôles iconiques. Les missions justement éducatives, les missions aussi qui permettent de mieux comprendre la façon dont change la société du dessin animé. On y revient dans un instant, c'est la deuxième partie du talk. C'est une mission sociétale, c'est le terme que je cherchais, Raphaël Mathieu, bien évidemment, vous m'avez beaucoup aidé. On est toujours évidemment aussi avec Thierry Wolff et avec Guillaume Gralet pour parler de cette importance de l'animation, à la fois comme place justement dans l'éducation, mais aussi comme secteur absolument phénoménal qui a le vent en poupe. Un mot peut-être encore sur la mission sociétale, notamment de l'animation et des dessins animés. On parlait tout à l'heure avec Droners, notamment un des titres de Cyber Group Studio, de l'éveil à la conscience écologique qu'on peut justement véhiculer par ces dessins animés-là, par ces contenus. Aussi de la question de la lutte contre le sexisme qu'on peut aussi réussir à amener dans ces contenus encore une fois. Le dessin animé, il est vecteur de valeur avant tout. Avant tout, je ne sais pas, mais oui, fatalement, parce que les petits-enfants, ils sont sans filtre. Et quand ils regardent un dessin animé, ils vont singer, reproduire. Donc... il est évident qu'il est mieux de leur montrer des choses positives que de leur montrer des héros en train de sortir des kalachnikovs. Ma question était bête, en fait. J'ai bien compris. Elle était trop simple. Elle est essentielle. Parce qu'on est vecteur de valeur, pas nécessairement avant tout, mais naturellement et fondamentalement. Donc, au contraire, c'est absolument essentiel. C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et qu'il faut être vigilant sur la façon dont on initie les enfants au monde qui les entoure et dont on peut mettre en avant certaines valeurs ou contre-valeurs. Donc il y a également des animations qui peuvent avoir ce qui pour nous pourrait être des contre-valeurs. Donc il faut être très vigilant sur ça, au contraire. On parlait de soft power avec vous il y a un instant, Thierry. Est-ce que ce soft power, il s'entend évidemment de façon économique, souveraineté culturelle, là aussi bien évidemment, on y reviendra. Mais est-ce qu'il y a aussi une question de soft power sur la façon dont on va pouvoir, là aussi, absorber par le dessin animé les changements sociétaux? Comment est-ce qu'on accompagne les enfants pour mieux comprendre, mieux décoder ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société? On essaye. On essaye, on fait des tentatives. Nous, par exemple, on est en train de développer une série avec la BBC au Royaume-Uni, qui est la grande chaîne publique, qui est vraiment un des leaders du marché, qui fait office de référent majeur sur l'initiation au digital et surtout l'initiation au monde du digital. On parle des 2 premières super-héroïnes digitales, donc ça va nous permettre d'aborder des thématiques fortes, inhérentes au monde d'aujourd'hui et aux dangers potentiels, aux risques et aussi aux joies et aux multiples intérêts, parce qu'il ne faut pas être que négatif. Notre société a aussi bien d'avantages. Donc on essaye d'éclairer tout ça un petit peu, une fois de plus, tout en rigolant, tout en ayant des émotions fortes et en se distrayant, parce qu'il faut se distraire, c'est important, il faut distraire nos enfants également. Ça veut dire que le dessin animé, l'animation, Thierry, ça reste
de l'entertainment, avant tout du divertissement, mais avec des valeurs ajoutées. Ça doit être d'abord ça, parce que les enfants, évidemment, et puis le mot valeur est peut-être pas nécessairement toujours le bon, parce qu'on peut derrière y mettre plein de choses. Les enjeux peut-être. Oui, voilà, des enjeux, et puis finalement du bon sens. On a envie quoi? On a envie que nos enfants soient heureux, donc peut-être que ceux des autres le soient, qu'ils soient et qu'ils s'éveillent à la bonne relation avec l'autre, qu'ils soient polis, mais en même temps qu'ils soient à l'écoute de leurs amis, et finalement transmettre un petit peu de joie de vivre, de bonheur, de joli, de beau. Je pense qu'on oublie souvent dans cette société que le beau est important, et je pense que c'est pour ça que moi je me suis intéressé dans un premier temps. Donc au départ, donc je viens d'un monde différent, puisqu'on produit des spectacles pour le monde entier et de la musique comme ça, et pas nécessairement des contenus pour les enfants. Mais je trouvais que la qualité musicale était assez pauvre souvent, et c'est ainsi que j'ai décidé de mettre des bons musiciens en studio, des cordes, des pas, de l'orgue farfisa et des choses un peu brouillonnes comme ça, pour éduquer un peu l'oreille d'abord des enfants, ce qu'on oublie quelquefois, et ensuite y adjoindre des dessins animés avec certains objectifs qui étaient simplement de faire que ça soit un peu d'enjoliver quelquefois une réalité, un ciel gris et une réalité triste d'un pauvre enfant qui habite peut-être pas dans des conditions qu'il souhaiterait. On a par exemple développé une petite série qui n'est pas encore disponible, qui s'appelle Fifounet Petit Lapin. C'est une journaliste de Radio France qui a écrit des contes, qui est maman, elle a écrit des contes, elle a dit les contes, on les a mis en musique, et maintenant on est en train de les mettre en dessin animé 2D. Et ces contes ne véhiculent que des valeurs au travers finalement de choses très très bassement éducatives. Le petit Fifounet, il est tout le temps en train de faire des bêtises, mais c'est finalement pas très grave. Un enfant qui va regarder ça va pouvoir s'identifier sans finalement qu'on ait l'impression de lui transmettre une sorte de bouillie culturelle ou de marchandises pseudo-scolaires. Je pense qu'il faut d'abord aussi penser au plaisir. Et tout à l'heure, vous indiquiez que les parents avaient très envie de disposer du temps de leurs enfants, et je pense qu'ils ont trop envie de disposer du temps de leurs enfants, c'est-à-dire que ils vont avoir des agendas de ministres maintenant, les petits-enfants. Moi, je pense qu'il faut savoir les laisser rêver un petit peu, les laisser buller comme ça, et c'est pas grave qu'ils soient devant un écran. Si l'écran diffuse des choses sympathiques, ils vont quelquefois regarder un dessin animé ou autre chose, s'évader. Je pense qu'il faut laisser les enfants un petit peu rêver. Qu'importe le médium, pourvu qu'on ait le rêve, si je vous entends bien. On revient au secteur de l'animation lui-même, qui est absolument phénoménal aujourd'hui. Vous allez voir ces chiffres dévoilés au Festival d'Annecy, c'était en juin dernier, et qui montrent la vitalité du secteur. Une étude du CNC, le Centre national du cinéma, et j'ose ajouter... Et de l'image animée, absolument, s'il te plaît. Absolument, Raphaël, et de l'image animée. C'est très important parce que l'animation est vraiment un des secteurs de la création de contenu qui se porte extrêmement bien, notamment en France. France, qui est le 3e pays du monde en termes de séries d'animation en cours de commande, derrière les intouchables États-Unis et Japon. Ça, ce sont les mastodontes. 2021 qui a été, ce sont les derniers chiffres obtenus, une très bonne année pour l'audiovisuel animé français, avec un volume de production qui atteint son plus haut depuis 2016. Quand on vous dit ça, ça veut dire que plus de 357 heures ont été produites, 357 heures d'animation ont été produites en France. On voit ces chiffres, on se dit, OK, ils sont phénoménaux. À quel point ça tire ce secteur vers le haut? En fait, je ne sais pas comment répondre à votre question. Le secteur est par nature un secteur vecteur d'ouverture sur le monde, avec une qualité et une narration assez forte, qui est à l'origine aussi due pour des raisons financières, puisque la France ne finance qu'une partie des productions, et donc on doit réfléchir à l'international pour trouver des cofinanceurs. Donc si vous voulez, dès le début, dans la narration de l'animation en tant que telle, on réfléchit de façon universelle, et c'est une des raisons pour lesquelles on a pu mettre des créateurs au service de ça, et au service de contenu qui est un appel naturel de façon tout à fait universelle. Donc ça, c'est assez précieux.
Ça a été moins le cas historiquement pour la fiction ou pour le documentaire. C'est en train de changer. Absolument. Vraiment. On devient très, 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 très bon et on peut également en être fier. Vous parliez de soft power tout à l'heure, qu'il fallait y être. On y est. Vraiment, s'il y a un domaine sur lequel la France est extrêmement remarquable, c'est le soft power en termes d'animation. On nous l'envie, on vient nous chercher nos talents. On a des écoles absolument incroyables. Les Gobelins, au premier rang desquels, mais de nombreux autres également. Le CNAM Engine. Pardon ? Le CNAM Engine. Bien sûr. Angoulême, qui est fantastique. Exactement. Il y a Angoulême, des choses qui sont en train de se développer à Roubaix. Donc il y a vraiment un terreau assez fort. Il faut qu'on y travaille ensemble, avec les différentes organisations syndicales, avec l'écosystème des producteurs et des distributeurs. C'est des enjeux que l'on a en tête pour continuer à faire rayonner nos programmes, à faire rayonner nos talents, à permettre à nos enfants d'avoir envie de faire nos métiers. Pour nous, ça c'est un vrai enjeu stratégique majeur, de leur faire connaître nos savoir-faire, les différents métiers qui font l'animation, la production, la distribution. Et là, je pense aussi qu'on a une grande responsabilité pour les initier à tout ça. Absolument. Et justement, cette course au talent, on va en parler parce que les jeunes Français qui sortent justement de ces écoles que vous avez citées, notamment les Gobelins, notamment aussi l'ESMA, qui est l'École supérieure des métiers artistiques qui est basée à Montpellier. On a aussi Motion Picture in Arles, ou encore Rubica à Valenciennes, dans le nord, juste à côté de Roubaix. Il y a une vraie valeur ajoutée à l'innovation française. Et ce que disent d'ailleurs ces jeunes talents qui sortent de ces écoles, c'est qu'en effet, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer, notamment dans la façon dont ils transmettent ces valeurs, on y revient, la façon aussi de porter haut une certaine idée de l'animation à la française, un certain graphisme différent, des savoir-faire. Ce dont on est en train de se parler, c'est un métier qui est à la fois hyper tech et numérique dans l'esprit, mais qui reste un métier d'artisan, Thierry. Oui, tout à fait. Et quand tu as porté les valeurs, ça me touche de près. J'ai un enfant, je parle beaucoup de mes enfants aujourd'hui, mais j'ai un enfant bien, on est là pour ça, notamment. Qui est à l'Engym, justement, et j'étais à la soutenance de son master, j'ai vu qu'il avait... il est 3D designer, donc il est 3D artiste, et j'ai vu qu'il avait dessiné des choses, et c'était quoi en fait? C'était des références à une partie de la famille de sa maman qui est de Bretagne, et ça veut dire qu'il avait dessiné des loups de mer, des bateaux qu'il avait vus du côté de Saint-Malo, etc. C'est-à-dire, finalement, il s'était imprégné de ce que l'on voit dans ce beau pays, qu'on a tendance à décrier, nous les Français. Moi, je voyage beaucoup, et je trouve qu'on vit plutôt pas mal dans ce pays. Il faut être positif, un peu soyons positifs, et laissons ces jeunes artistes français, effectivement, aller amener cette culture de par le monde, et imprégner le monde de belles choses possibles, parce qu'on a une société finalement bien mélangée. Il n'y a pas trop de ghetto encore, contrairement à ce qu'on veut bien dire, comme on peut le vivre quelquefois aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il faut que ces jeunes artistes rayonnent, et c'est bien pour notre industrie, mais c'est aussi bien pour notre culture que de porter ces belles valeurs à travers le monde. Et je rappelle, Raphaël, qu'avec Cybergroup Studio, vous faites partie des leaders du secteur en France, trio de tête avec les groupes d'animation français, notamment Media One Kids and Family et Xilam Animation. 76 heures d'œuvres animées produites justement rien que l'année dernière, ou plutôt entre 2015 et 2021, si j'ai pu. Voilà. Parce que quand même 76 heures d'un coup d'un seul, ce serait beaucoup. On produit quand même entre 3 et 5 séries par an de 26 demi-heures. Donc c'est un très gros volume. On est vraiment sans doute parmi les plus prolifiques. On essaye, pour nous, notre envie, c'est de pouvoir développer des programmes pour les différents types d'enfants, les différents genres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on ambitionne et on réalise ce volume. Donc oui, on devient leader en France. On a encore grossi, pour le coup, puisqu'on se développe en dehors de nos frontières. Donc maintenant, on devient vraiment pan-européen et international, puisqu'on a acquis une série, mais surtout une société en Italie, au Royaume-Uni, à Singapour. On a un bureau à Los Angeles. Encore, on parle de soft power. Pour nous, c'est très, très important de pouvoir exporter les talents, de pouvoir exporter le savoir-faire, et aussi, soyons modestes, d'aller nous inspirer, d'aller apprendre des autres, d'aller faire ensemble des choses. On pense que seul, on n'est jamais
si efficace que ça et que c'est important de partager, de comprendre, d'écouter et de faire ensemble. Absolument. Et juste pour qu'on ait un ordre d'idée, quand je parlais de ces fameuses 76 heures produites au cours de toutes ces saisons d'animation, pour réaliser un épisode, par exemple, de Gigantosaurus ou de Dronneur, c'est combien d'heures Je ne pourrais même pas dire, c'est gigantesque. Ouais. C'est gigantesque. C'est gigantosaurusque. C'est gigantosaurusque. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de monde, beaucoup de talent. Et ça demande des gens passionnés. Et je reviens à ce qui nous avait fait commencer toute cette histoire. Il n'y a pas une personne qui travaille dans l'animation qui n'est pas un passionné, qui ne se souvient pas des dessins animés qu'il a vus pendant sa jeunesse. Et quand de temps en temps il y a un reboot qui arrive, c'est la guerre entre les différentes personnes pour pouvoir y participer. C'est assez étonnant. Ouais, bah d'ailleurs, on est très déçus du reboot de Denver, le dernier dinosaure avec Édouard Denuau. On vous le dit, voilà. On a craqué en secret de cette émission, mais oui, on était extrêmement déçus de voir ce reboot. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu parler de Thierry et Raphaël, de la façon dont ces dessins animés, dont cette animation française peuvent être justement un support pour l'éducation, pour l'éveil aussi des enfants et puis des talents de demain. Merci, comme toujours, à Guillaume Gralet de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du Futur.